J'étais analyste financier depuis 22 ans, dont 18 ans au Crédit Agricole. Donc je travaillais dans des services de risque. La réglementation bancaire a pour objectif de limiter les prises de risque des banques afin que la banque ne prenne pas des risques avec l'argent de ses déposants et ne risque pas une faillite. Et le deuxième objectif, c'est exiger une vigilance des banques vis-à-vis de leurs contreparties afin de lutter contre le blanchiment et les flux illicites. L'évaluation d'une note, c'était une aide à la décision. Donc évidemment, si vous notez la contrepartie B+, plutôt que B, ben, il sera normal de mettre en place des limites importantes de 100 millions plutôt que de 50 par exemple. Donc ça c'est l'outil à la décision. Mais les notations internes, elles ont aussi une valeur réglementaire. C'est-à-dire que les ratios prudentiels de la banque, là je parle de tous ces ratios que la banque doit publier pour montrer qu'elle est conforme à la réglementation, qu'elle défend bien les intérêts des sociétaires, etc. Tous ces ratios prudentiels, ils exigent une forme un montant de fonds propres par rapport à des risques qui sont pris en face. Et donc si vous prêtez en gros à une contrepartie bien notée, vous ne prenez pas un gros risque, vous ne mettez pas en péril la banque, donc on vous demande peu de fonds propres. Si vous mettez des montants de limite importants sur une contrepartie mal notée, c'est-à-dire de mauvaise qualité, on vous dira d'accord, vous pouvez faire cette opération, ça va beaucoup vous rapporter, mais en ce cas-là, vous devez apporter plus de fonds propres. Et donc il y a une exigence de fonds propres plus importante, plus la contrepartie est mal notée. Donc si par hasard, vous relevez tous les ratings d'un cran, ça fait plaisir au commercial parce qu'il, lui, son opération sera plus facilement rentable puisqu'elle exigera moins de fonds propres. Et la banque, d'une certaine façon, biaisera son ratio prudentiel puisqu'il sortira bon. D'ailleurs, le Crédit Agricole publie toujours des très bons ratios prudentiels. Tout le monde est très rassuré sur sa gestion prudente et sa qualité de ses fonds propres. Et en fait, le ratio, il sera biaisé parce qu'en fait, si on relève tous les ratings, eh ben, c'est pas le vrai ratio prudentiel qu'il devrait y avoir. Mars 2010, un nouveau N+1 arrive et j'ai tout de suite constaté qu'il était, on pourrait dire, très pushing ou très orienté business. C'est-à-dire que lui, il fonctionnait comme un commercial. C'est-à-dire lui, c'est du business, il faut mettre en place des limites. Donc pas une mentalité risque. Donc voilà, bon, après ça, en mars 2010, c'était pas obligatoirement un problème. Il aurait pu faire son travail correctement, même s'il était, vous voyez, orienté business. Mais le problème, c'est que ça créait des désaccords entre lui et moi. C'est-à-dire que moi, très souvent, je voulais mettre un avis restrictif, même mettre une limite à 0 sur une contrepartie d'un groupe ou je sais pas quoi, par prudence, parce que les fonds propres s'étaient réduits ou le résultat était en perte ou je sais pas quoi. Et là, mon chef ne m'autorisait pas à le faire. Au bout d'un certain temps, il me demandait de lui envoyer mon analyse et qu'il reprenne mon analyse. Alors il reprenait mon travail, je lui envoyais sous format Word et sous format PDF pour que ça garde une trace de ce que j'avais écrit. Et puis il en faisait ce qu'il voulait et j'avais pas de nouvelles. Mais bon, moi j'avais fait mon travail. J'ai découvert après coup, parce qu'au début j'en ai pas complètement pris conscience, mais je me disais bien que s'il me demandait de reprendre mon analyse, c'était bien pour changer les avis. Mais l'ampleur de la chose, je m'en suis pas complètement rendu compte tout au début, quoi. J'ai posé des questions en disant mais pourquoi on fait ça, c'est pas normal de valider un rating de cette façon-là. Ma résistance était de plus en plus ferme en fait, si on peut dire. Et donc face à ça, je recevais des pressions de plus en plus fortes. Il y a eu l'étape où on m'a commencé à vraiment me reprocher mon travail, et puis évaluation 2012, où là mon chef me dit en gros tu travailles pas bien, on n'est pas content de toi, etc. Tu dois prendre davantage en compte les intérêts des services commerciaux dans tes décisions de risque. Moi j'ai un peu l'esprit d'escalier, donc sur le moment je dis rien, je pars, bon.
Et puis, en punition de cette mauvaise évaluation, on me supprime ma rémunération variable. J'ai répondu à toute cette évaluation, et puis j'ai dit tu me demandes d'enfreindre la définition déontologique de mes fonctions, jamais je ne le ferai. Bon, qu'est-ce que doit répondre n'importe quel responsable hiérarchique honnête? Oh, ma pauvre Rita, mais comment as-tu pu imaginer quelque chose comme ça? Bien sûr que tu ne dois pas enfreindre la définition déontologique de tes fonctions, bien sûr que tu dois rester indépendante, bien sûr que tu ne dois pas prendre en compte les avis des services commerciaux et que tu dois prendre tes décisions de risque en toute indépendance, que bien sûr que les notations internes, tu ne dois pas les surévaluer pour faire plaisir au commercial d'à côté, même si on l'aime beaucoup. Et voilà ce qu'il aurait dû me répondre. Il n'a jamais répondu sur la question. 10 septembre 2013, et donc je me fais convoquer par mon N+2 et ma petite RH. Je dis, bah voilà, j'ai des inquiétudes sur mon N+1. Pour moi, il n'exerce pas ses fonctions de façon conforme à la déontologie, il ne respecte pas la réglementation, etc. En gros, ça en reste là. Et je fais un compte-rendu, ils font un contre-compte-rendu, et le contre-compte-rendu disait écoutez, en gros, sur le fond de l'alerte, je ne suis pas concernée, je sais pas quoi vous répondre. Donc j'ai été rencontrer mon N+3, 2 octobre 2013, et là, pareil, 2h15 de rendez-vous, etc. Puis là, c'était donc sur le fond de mon alerte, qu'est-ce que je reprochais, etc. Il m'a répondu de façon très très précise, sur chacun des points. Je ne dirais jamais qu'on ne m'a pas répondu. Hein. On m'a répondu, mais en gros c'était toujours j'avais tort sur toute la ligne, mon chef était parfait, et tout ça. Et il accordait toujours toute sa confiance à mon N+1. Donc mon N+3, dans cet entretien, conforte la demande d'infraction à la définition déontologique de mes fonctions. Il redit la même chose que mon N+1. Parler à mon N+4, DGA de CACIB, mandataire social, responsable. Eh ben, j'ai demandé un rendez-vous avec le N+4, il n'a pas voulu m'accorder le rendez-vous, donc je vais lui écrire. Et je lui écris le 6 janvier 2014, et le 10 janvier 2014, je reçois une lettre m'annonçant que je suis licenciée. Visiblement, il ne voulait pas me rencontrer. Je porte plainte pour tentative de corruption. J'ai très bien compris que comme je ne mettais pas en place les limites qu'il voulait, eh ben, je n'avais pas ma rémunération variable. Par ces pressions pour que je donne des avis favorables, que je surévalue les notations internes, etc., toute cette forme de pression était, pour moi, c'est la volonté de me corrompre, de me faire enfreindre la définition déontologique de mes fonctions. Donc c'est ça ce que j'explique hein, dans ma procédure au pénal. Plus on prête, hein, en résumé ça serait un prêt, même si c'est d'autres sortes d'opérations, plus on prête à une société de mauvaise qualité, plus ça rapporte. Les taux de toutes sortes d'opérations sont directement liés à la qualité de la contrepartie. Donc, c'est, comment dire, on est naturellement attiré par les contreparties de mauvaise qualité, parce que ça fait des gros bénéfices. Vous comprenez, aller prêter à une contrepartie notée AAA, quoi, en gros, on peut faire des tonnes d'opérations, ça ne rapporte rien. Donc ça n'attire personne. Donc, d'une certaine façon, ça fait partie de notre métier, hein, d'avoir des commerciaux. C'est leur rôle, les commerciaux. Ils veulent toujours nous proposer de travailler avec l'État grec, l'Espagne quand elle est en pleine crise, etc. Le commercial, il touche un bénéfice, mais le bénéfice de la banque sera plus important. Et donc, la direction de la banque aussi. Elle s'y retrouve, plus sa banque sort des bénéfices, plus il aura une bonne rémunération, parce que normalement, le bénéfice est le reflet de la qualité de la gestion. Ça veut dire qu'il a bien géré, donc il a une grosse rémunération. Mais tout ça, c'est petit à petit, on ne voit de moins en moins la question du risque. Parce que où est le problème du risque? C'est que tout cet argent qui rapporte beaucoup à court terme, au jour le jour, là, hop, on voit arriver les commissions et tout ça, et les comptes des banques sont excellents. Bon, mais qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, moi, j'ai bien vu, on a pris des risques sur une très longue durée, on a mis des montants de limite très importants sur des contreparties qui sont quand même très fragiles et tout ça. Pour le moment, rien ne saute, d'accord? Mais le jour où ça saute, c'est le Crédit Agricole qu'on met en danger. Le métier bancaire, pourquoi il est réglementé? Justement pour ça, parce que
il y a des gros risques. Et derrière tout ça, on ne prend pas des risques, c'est pas les dirigeants hein, qui risquent quelque chose, c'est les clients. C'est un Français sur 4 est client du Crédit Agricole. Donc c'est le petit client. Et puis lui, il n'a rien vu. Hein. Donc il ne sait pas tout ça.